Mais sans plus tarder, je passe la parole donc à Charles-Éloi Vial, en le remerciant lui aussi de sa présence. Il est conservateur au département des manuscrits de la BNF, et il a publié des travaux importants sur la vie de cour au XIXe siècle. Et là, il va plus particulièrement nous parler de ce sujet pour ce qui concerne le Second Empire. Vous avez la parole en vous remerciant par avance. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous, donc merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir parler ici aujourd'hui. Alors je vais vous parler des traditions curiales et de leur réinterprétation sous le Second Empire, parce que plutôt que de brosser un simple tableau de la fête impériale, il m'a semblé plus pertinent d'aborder la vie de cour sous Napoléon III du point de vue de la continuité et d'essayer de montrer que cette cour ne s'est pas inventée en un jour, mais qu'elle était tributaire des régimes qui l'ont précédée. Quand on pense aux traditions de cour qui pouvaient exister sous le Second Empire, on imagine tout de suite que Napoléon III s'était contenté de reprendre celle du Premier Empire et que le neveu avait simplement copié la cour mise en place par son oncle en 1804. La réalité est un peu plus compliquée puisque la cour de Napoléon Ier était déjà elle-même issue d'une série de réinterprétations. Talleyrand la qualifiait de bigarrure, puisant à de multiples origines romaines, carolingiennes, germaniques, prussiennes, russes et naturellement françaises. Pour Napoléon III, qui venait à la suite de plusieurs régimes, tous renversés les uns après les autres, la réalité est encore plus complexe. Tout l'enjeu de la cour du Second Empire a été de se positionner dans la lignée du premier, tout en parvenant à inventer ses propres usages. Sa cour se présente comme un travail de synthèse et comme l'aboutissement de plusieurs innovations curiales, dont certaines étaient en gestation depuis des années. Donc, je vais d'abord parler des héritages en matière de structure, notamment administrative, des facteurs humains et enfin de la transmission de certains usages liés au quotidien de la cour. Le plus intéressant, c'est que les contemporains eux-mêmes étaient conscients de cette continuité avec les cours précédentes. Ainsi, le baron de la Jusse, qui était aide des cérémonies, fait paraître en 1857 des recherches historiques sur le service des cérémonies, insistant sur la persistance des pratiques curiales. L'étiquette en usage à la cour de Napoléon a été réimprimée au début du Second Empire, mais elle n'est pas complètement remise en application, comme vous le voyez avec cette illustration à l'écran. On modifie l'étiquette existante. Donc on peut dire que l'étiquette du Premier Empire sert plutôt de canevas à l'organisation de la maison de l'empereur et à l'organisation de la vie quotidienne aux Tuileries, comme le montre aussi ce manuscrit qui est conservé à la BHVP, où les deux étiquettes modifiées sont présentées conjointement. La tradition de rassembler des documents d'archives des règnes précédents était en fait assez ancienne, puisque les maîtres des cérémonies de Versailles compilaient les textes sur le cérémonial à l'usage de leurs successeurs. Napoléon avait lui-même collecté plusieurs centaines de volumes d'archives sur la cour de Versailles. Louis XVIII avait rassemblé des archives sur le règne de Louis XVI en 1814. Et Louis-Philippe avait lui aussi fait compiler des notes sur l'étiquette de l'Ancien Régime sous la Restauration et au début de la monarchie de Juillet. Sous le Second Empire, on trouve des documents sur la cour du Premier Empire qui sont rassemblés dès 1852. Alors, il faut aussi parler de la structure de la cour, c'est-à-dire la maison de l'empereur qui en constitue en quelque sorte la colonne vertébrale. Je pourrais dire à ce sujet un mot assez bref de la cour de Louis-Napoléon comme président de la République, dont l'organisation qui est très militaire fait écho à ce qui existait déjà sous le consulat, où Bonaparte avait confié à ses aides de camp le soin d'organiser des fêtes et des grands dîners aux Tuileries, où l'on avait vu pour la première fois d'ailleurs quelques grands noms aristocratiques, ce qui est également le cas avec les aides de camp de Louis-Napoléon Bonaparte à l'Élysée au début de la présidence. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la maison de l'empereur telle qu'elle s'organise à partir de décembre 1852, même si Xavier Mauduit a largement évoqué cet aspect dans ses travaux. Je sais qu'il est là et je ne veux pas qu'il m'étripe à la fin de ma communication. Quelques mots tout de même. Dès la proclamation de l'Empire, les emprunts au régime précédent vont se multiplier. Prenons par exemple la loi sur la liste civile qui assure au souverain la possession des palais, des domaines de la couronne, du mobilier, des œuvres d'art qu'ils contiennent, ainsi qu'une dotation en argent. Louis-Napoléon la récupère dès février 1852 et d'emblée, le cadre de vie dont il dispose et qui sera celui de sa cour jusqu'en 1870 est donc un héritage puisque les palais ont été agrandis, embellis
pour certains depuis les rois capétiens comme Compiègne ou Fontainebleau, ou plus récemment par les Bourbons de la Restauration ou les Orléans comme le Palais de l'Élysée ou même le Château de Pau. La loi sur la liste civile elle-même, qui est inspirée à l'origine par ce qui existe en Angleterre depuis le XVIIIe siècle, avait été votée pour Louis XVI en 1790 et la dotation en argent qui va avec cette liste civile assure au souverain une puissance financière conséquente dont Napoléon puis les Bourbons ensuite avaient profité pour mettre de l'argent de côté, redécorer leur palais, pensionner des fidèles. En 1832, Louis-Philippe s'était longuement battu face aux députés pour récupérer la liste civile de Charles X et il avait échoué et il avait dû se contenter de seulement 12 millions de francs par an contre 25 millions de francs pour le dernier roi de France. Voilà donc un premier héritage transmis en quelque sorte par Louis XVI comme roi constitutionnel. Prenons ensuite l'organigramme de la maison de l'empereur. La liste des grands officiers de la couronne reprend celle instaurée par Napoléon Ier. On peut noter en particulier l'existence d'un grand maréchal du palais, titre qui n'existait pas sous l'Ancien Régime et que le premier empereur avait créé en s'inspirant de la cour de Prusse. On pourrait dire la même chose de l'existence de chambellans et non de gentilshommes de la Chambre comme sous la Restauration. Avec la naissance du prince impérial en 1856, on reconstitue une maison des enfants de France qui évoque par son organisation celle mise en place pour le roi de Rome, mais également celle mise en place pour le duc de Bordeaux. En revanche, la présence d'une grande maîtresse de la maison de l'impératrice est un héritage un peu plus curieux qui, personnellement, m'évoque plutôt ce qui existe à la cour des Habsbourg en Autriche, qui eux-mêmes avaient rapporté cet usage vraisemblablement d'Espagne. Donc Eugénie n'était peut-être pas dépaysée. Pour le reste, la maison de l'empereur dans son organisation interne, avec des services dédiés aux forêts, aux jardins, au mobilier, avec un service du contentieux, tout cela rappelle le Premier Empire jusqu'aux couleurs des uniformes des officiers et aux livrées des domestiques. En revanche, les grands officiers eux-mêmes, dans leur façon d'incarner leurs fonctions, rappellent plutôt ceux de la Restauration. Napoléon Ier avait fait de ces grands officiers de la couronne, comme le maréchal Berthier, comme le général Caulaincourt, de véritables petits ministres, qui avaient des budgets, qui disposaient de bureaux, d'un personnel conséquent, qui dirigeait en général d'une main de fer. En revanche, Louis XVIII et Charles X avaient nommé des grands officiers à titre strictement honorifique, et ces derniers s'appuyaient sur des premiers officiers sur qui toutes les responsabilités reposaient. C'est par exemple le cas du grand maître de France sous la Restauration, qui était le prince de Condé, qui ne faisait absolument rien. Ce sera aussi le cas sous Napoléon III, avec le premier grand écuyer qui est le maréchal de Saint-Arnaud, qui se repose sur le premier écuyer qui est le général Fleury, qui s'en plaint d'ailleurs assez longuement dans ses mémoires, tout comme d'ailleurs le maréchal Magnan, grand veneur, se repose complètement sur le premier veneur qui est Edgar Ney. Autre élément rappelant aussi la Restauration, c'est le fait de donner au chef de la maison de l'empereur le rang de ministre, ce qui n'était pas le cas sous le Premier Empire, et de même la présence d'une administration des beaux-arts attachée à la maison du souverain qui évoque aussi ce qui existait sous la Restauration avec le duc de Doudeauville, nommé à la fin du règne de Louis XVIII et maintenu par Charles X en 1824. Alors ensuite, le petit personnel de la cour. Napoléon III a favorisé les anciens domestiques de la maison de Napoléon Ier, de Joséphine, de la reine Hortense, qui étaient souvent ensuite passés au service des Bourbons et des Orléans, et ces domestiques, quand même un peu âgés, vont transmettre leur expérience à des personnes plus jeunes qui sont recrutées sous l'Empire, et ensuite ils vont paisiblement finir leur jour dans des postes de concierge ou de frotteurs dans les palais impériaux où ils sont au chaud, où ils sont tranquilles. Un exemple qui me tient particulièrement à cœur est celui de Latras, qui est le premier piqueur de la vénerie de Napoléon III, donc c'est lui qui s'occupe de diriger l'équipage des chasses. Il a laissé une autobiographie où il raconte un peu sa carrière, et il raconte qu'il est entré au service de Bonaparte en 1803, qu'il est devenu ensuite premier piqueur de Charles X, et il s'est retrouvé au chômage en 1830, et il n'est pas tout jeune, mais il reprend du service en 1852, et il prend sa retraite seulement en 1855, après avoir aidé à reconstituer les traditions cynégétiques héritées des anciens rois de France. Pour les cadres de la cour, notamment les officiers de la maison de l'empereur, les chambellans, les écuyers, l'héritage du Premier Empire est aussi patent puisque Napoléon Ier avait accordé de nombreuses places de chambellans à des militaires, à des nobles d'ancien régime ralliés à l'Empire, aussi à quelques grands propriétaires terriens, l'idée étant à chaque fois d'attirer les élites à la cour. Sous Louis XVIII, le duc de Richelieu, après sa réforme de la cour en 1820, avait repris cette idée en faisant nommer de nombreux gentilshommes de la Chambre honoraires, dont certains n'étaient même pas noble. Napoléon III va lui aussi nommer de nombreux chambellans choisis
parmi la noblesse d'Ancien Régime, la noblesse d'Empire, parmi quelques grands propriétaires terriens comme le marquis d'Avrincourt que vous avez à l'écran, et certains de ces chambellans, comme Éric Anseau l'a bien montré, ont joué un rôle politique aussi comme députés, perpétuant ainsi la tradition de l'influence politique de la cour. Passons à présent au cadre de la vie quotidienne. Alors tout d'abord, donc le cadre juridique est plutôt hérité de Louis XVI, le cadre de vie est transmis de souverain à souverain depuis les temps immémoriaux, le rythme des déplacements d'un palais à l'autre que la cour adopte sous le Second Empire, en revanche, ne ressemble absolument à aucun autre, puisque Napoléon III est le premier souverain à habiter à Fontainebleau en été et à Compiègne en automne. Traditionnellement, depuis le règne de Louis XV, c'est le contraire qui est l'usage. Il est aussi le premier souverain à partir en vacances quand il va à Biarritz ou qu'il va en cure à Vichy. Là aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas sous l'Ancien Régime ou même au début du XIXe siècle. D'un point de vue pratique, Napoléon III reprend cependant des initiatives des régimes précédents. Par exemple, les fameuses séries de Compiègne et de Fontainebleau avaient en réalité été déjà inventées sous Louis-Philippe au moment du mariage de son fils à Fontainebleau en 1837, où pour la première fois, des invités avaient séjourné au château par roulement de 2 jours. Sous Napoléon III, ce sera par roulement de semaine en semaine. À chaque fois, on invitera 600 invités différents. Autre héritage, l'habitude des voyages officiels qui renvoie directement aux déplacements qu'avait fait Napoléon Ier en Aquitaine en 1808 ou en Normandie en 1811, mais aussi à ce que, à la Restauration, avec les tournées des neveux de Louis XVIII dans toute la France en 1814-1815, les voyages de Charles X dans le nord et l'est de la France à la fin de la Restauration. Louis-Philippe lui-même avait fait quelques déplacements dans les départements au début de son règne avant de charger ses fils de le faire à sa place. Donc ces voyages sont repris dès le début de la présidence de Louis-Napoléon et durent jusqu'à la fin du Second Empire. Ils amènent Napoléon III un peu partout, y compris dans des régions rarement visitées par les monarques précédents comme la Bretagne ou le Massif central, et même en Algérie. Et ces voyages permettent de porter un peu de l'air de la cour, un peu du faste de la cour des Tuileries en province, et ils servent naturellement à la propagande du régime. Au passage, cette idée que la cour est un des piliers sur lequel repose la représentation du régime est essentielle. C'est une question de représentation et presque de propagande. Déjà sous le Premier Empire, la vie quotidienne des Tuileries avait été évoquée en première page des journaux. Louis-Philippe guettait avec anxiété les articles sur la cour qui paraissaient dans la presse. Sous le Second Empire, la vie de cour va figurer dans l'Illustration, dans le Monde illustré avec de très belles gravures, et en contre-coup, le réveil d'une presse d'opposition à la fin du régime va aussi donner lieu à des articles qui critiquent la cour. Ça avait également été le cas sous Charles X avec des journaux libéraux critiquant la cour à la fin de la Restauration comme le Globe, et c'est à nouveau le cas avec la Lanterne à la fin du Second Empire. Autre reprise de la monarchie de Juillet, l'organisation de grandes réceptions aux Tuileries, de bals, de concerts, de grands dîners qui forcent les cuisines à tourner à plein régime, et le déroulement de ces soirées, l'habitude d'organiser de grands buffets, d'engager des serveurs de grands restaurants du centre de Paris et d'inviter plusieurs milliers de personnes d'un coup, renvoie directement aux initiatives prises par Louis-Philippe au début de la monarchie de Juillet. Napoléon Ier avait lui-même essayé une ou deux fois d'inviter les grands bourgeois parisiens aux Tuileries, mais ils avaient dû le regarder dîner en public avec la famille impériale selon le cérémonial du grand couvert, et cela était assez mal passé, comme le raconte notamment la comtesse de Boigne dans ses mémoires. On a tout de même le souvenir, et je vous en montre l'image parce que ça m'a beaucoup surpris, d'un bal aux Tuileries en 1806 où un buffet avait été offert à la bonne bourgeoisie parisienne, ce qui avait vraiment surpris les contemporains, d'autant plus que l'expérience n'avait pas été renouvelée avant Louis-Philippe. Donc finalement, ces grandes réceptions instaurées sous la monarchie de Juillet par le roi des Français, qui servaient à gagner des soutiens en flattant un peu les égos des milliers de personnes qui étaient chaque année invitées au palais, étaient la principale raison d'être de l'existence d'une cour aux Tuileries, et leur retour, leur remise en place en 1848 à l'Élysée, puis à partir de 1852 aux Tuileries, montre que la recette était considérée comme efficace. En marge des réceptions de souverains ou d'ambassadeurs étrangers, d'événements officiels comme les ouvertures des chambres ou certains jours de fête comme la fête du souverain, Louis-Philippe avait aussi été le premier à organiser des dîners réunissant plusieurs dizaines de convives, qu'ils soient diplomates, militaires ou fonctionnaires, ceux qu'un ambassadeur de la monarchie de Juillet appelait plaisamment la côtelette diplomatique du roi. Cela tranchait avec l'habitude des rois de France ou même de Napoléon Ier de ne prendre leur repas que seuls ou avec des
personnes de sang royal ou impérial à leur table. Napoléon III prend lui aussi l'habitude d'organiser, de présider des grands dîners aux Tuileries avec des tablés immenses permettant de satisfaire de nombreux invités importants. Et on pourrait d'ailleurs ajouter que la composition des menus perpétue directement ce qui était servi aux convives sous le régime précédent. Autre reprise, j'y reviens parce que j'y tiens beaucoup, l'organisation des chasses sous Napoléon III, qui est directement inspirée de celle qui avait lieu sous Charles X, avec, comme sous la Restauration, une meute de chevaux et de chiens importés d'Angleterre. Et la presse insiste dès le début du Second Empire sur la continuité avec la Restauration, en remarquant même que finalement, à cheval, Napoléon III ressemble beaucoup à Charles X. Ils ont tous les deux, disait un journal spécialisé dans l'équitation, ils ont tous les deux la même prestance à cheval. De même, la pratique de la chasse à tir et l'élevage du gibier à plumes dans les tirées de Compiègne, de Fontainebleau, de Rambouillet reprend l'organisation très complexe d'élevage du gibier qui avait été mise en place par le comte de Girardin, qui était le premier veneur de Charles X. Des régimes précédents, Napoléon III va encore reprendre l'organisation du service des officiers de la cour, notamment les chambellans, les écuyers, les dames du palais, et les quartiers par trimestre, par semestre ou même par année qui a été en usage sous l'Empire et la Restauration, sont remplacés par un roulement toutes les semaines. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est plus le même chambellan de service qui est auprès de l'empereur ou de l'impératrice, ce qui permet aux détenteurs de ces charges de cour, qui sont quand même assez épuisantes, assez prenantes, de prendre un peu de repos. Alors, on pourrait développer encore à l'infini les reprises des régimes précédents en matière de protocole, par exemple pour les grandes cérémonies. Dans son organisation, le baptême de l'héritier du trône va rappeler le baptême du comte de Paris, qui était le petit-fils de Louis-Philippe. La mort de Jérôme Bonaparte rappelle l'organisation des funérailles, rappelle certes l'Ancien Régime, avec un peu la même étiquette que pour les morts des princes à Versailles, mais vous voyez, visuellement, les décors rappellent aussi les cérémonies funèbres de la Restauration. Je voudrais finir par quelques aspects plus spécifiques. D'abord, l'utilisation de Versailles comme lieu de réception qui renvoie à la monarchie de Juillet et à nouveau au mariage du duc d'Orléans en 1837, en reprenant le projet de musée de l'histoire de France tout en réactivant le potentiel de production de faste du château. Napoléon III perpétue le projet de Louis-Philippe en montrant bien que les autres régimes sont désormais accrochés sur les murs du musée, qu'ils font partie de l'histoire. L'empereur des Français se place un peu à l'aboutissement, au couronnement de l'histoire de France, mais il sert et utilise le monument le plus emblématique de l'Ancien Régime, ce qui veut dire qu'il essaye de hisser sa cour à la hauteur de celle de Louis XIV. Et sans marcher sur les plates-bandes d'Arnaud Bertinet, on pourrait aussi ajouter que la transformation des lieux de vie de cour en musée continue également ce qu'avait entamé Louis-Philippe avec Versailles et dans une moindre mesure avec le Palais Royal, avec Fontainebleau ou Compiègne, qui avaient été régulièrement ouverts au public dès 1830. Trianon et Malmaison ont ainsi été utilisés pour des expositions en 1867 à l'occasion de l'exposition universelle, et la vie de cour a dû cohabiter durant tout le Second Empire avec la présence des premiers touristes. Vous prenez les guides touristiques de l'époque, vous avez les horaires d'ouverture, il y a écrit « sauf quand la cour est présente au château ». À un autre niveau, les décors utilisés lors des fêtes de cour, notamment à Versailles, s'inspirent directement du XVIIIe siècle, ce qui est, d'accord, on reprend un héritage Ancien Régime, mais ça perpétue aussi le goût des décors dans le style néo, qui s'était déjà épanoui sous la monarchie de Juillet. C'est par exemple le cas pour la visite de Victoria à Versailles en 1855, dont les décors s'inspirent de la fête du mariage de Madame Ier, fille de Louis XV, en 1739. Avec la réception des ambassadeurs de Siam en 1861, on retrouve une autre reprise de l'étiquette d'Ancien Régime, plus exceptionnelle, puisque le seul précédent d'une cérémonie de ce type remontait à Louis XIV dans la Galerie des Glaces. C'est une référence assumée qui donne lieu à un tableau qui est très critiqué par les critiques de peinture et qui montre que les allusions un peu trop franches à la monarchie absolue ne sont pas forcément bien perçues par l'opinion publique. Dernier héritage du Premier Empire qui peut être à nuancer, c'est celui de l'habitude qui consiste à recevoir officiellement des monarques en exercice à Paris. Sous l'Ancien Régime, comme sous la Restauration, les souverains venaient anonymement à Versailles et voyageaient sous des noms d'emprunt. L'idée de les faire officiellement venir en France en portant leur titre de roi remonte à Napoléon Ier, qui avait par exemple réuni les principaux souverains de la Confédération du Rhin à Fontainebleau en 1807. Louis-Philippe avait ensuite invité Victoria en France, tout comme le fera Napoléon III. En revanche, l'idée de faire venir plusieurs monarques en même temps ne se retrouve que sous les deux empires, et l'exposition universelle de 1867 en constitue l'exemple le plus éclatant, avec cette magnifique photo de famille que vous avez à l'écran.
à la différence près que là où Napoléon Ier avait voulu montrer au monde entier la réussite de son système fédératif d'États vassaux, Napoléon III, lui, parvient plutôt à mettre en scène une bonne entente de façade. On fait la fête ensemble, on pose pour la photo ensemble, et en cela, peut-être, la fête impériale ne reposait que sur une illusion. Napoléon en avait d'abord imposé par les armes avant de créer sa cour. Napoléon III a d'abord une cour somptueuse et festive avant de se lancer avec moins de succès dans la carrière des armes. Du coup, sa cour était peut-être plus joyeuse, moins martiale, plus festive, mais la chute n'en fut que plus rude. De plus en plus critiquée par la presse et par l'opposition avec le tournant de l'Empire libéral, la cour va voir son influence décliner à la toute fin du règne avec l'arrivée d'Émile Ollivier au pouvoir. Émile Ollivier, dont les réceptions, dit-on, en 1870, commencent à concurrencer par leur fréquentation celles d'Eugénie. Les chambellans députés et les diplomates vont peu à peu déserter les Tuileries et la cour va s'écrouler en quelques instants le 4 septembre 1870. La cour du Second Empire a cependant été la plus brillante du XIXe siècle, la plus fastueuse, la plus puissante politiquement et diplomatiquement durant un temps. Elle se situe à l'aboutissement de plusieurs évolutions, dont certaines avaient donc été lancées dès la fin de l'Ancien Régime, d'autres apportées par Napoléon Ier, Charles X ou Louis-Philippe. Napoléon III achève la redéfinition de ce qu'est un courtisan. C'est un noble ou un grand notable rallié au régime, ou qu'on essaye de rallier au régime, invité à dîner et à danser 1 ou 2 fois par an aux Tuileries avec quelques milliers de ses semblables, au mieux convié à Compiègne une fois dans sa vie, qui est flatté d'approcher les souverains, mais sans forcément détenir une charge de cour. Napoléon III a ainsi mis sa cour au service de quelques objectifs déjà présents depuis le Premier Empire, qui étaient de fusionner les différentes élites, d'intégrer sa dynastie au concert des nations en la faisant apprécier de la noblesse cosmopolite européenne, et au passage, il opère une véritable synthèse des régimes monarchiques adaptés à sa pratique du pouvoir. Qu'avait-il dit? Il avait dit, dans un discours au corps constitué le 1er décembre 1852, « Non seulement je reconnais les gouvernements qui m'ont précédé, mais j'hérite en quelque sorte de ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. » À l'image du Nouvel Empire, la cour de Napoléon III avait en effet hérité des qualités des cours passées, mais sa fin rapide montre aussi qu'elle avait hérité de beaucoup de leurs faiblesses. Je vous remercie.